La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 27. Night. Quelques jours plus tôt. Elles ont l'air nombreuses quand même, marmonnai-je d'une voix grondante. Aton acquiesce sans mot, d'un hochement de tête. Son regard glisse vers moi une demi-seconde, juste assez pour me signifier qu'il a la même lecture que moi, puis se reporte sur les araignées. Lilia n'a pas bougé, mais le léger relâchement de ses épaules dit tout. Elle est déjà en train de calculer ses angles de tir. 20 ans à chasser ensemble laissent des traces. De toute façon, on n'est pas là pour vendre du muguet, marmonnai-je. Allons-y. Les araignées sabres sont pas les trucs les plus dangereux que l'on peut trouver par ici. Et celle-ci semble bien jeune. Oui, ajoute ma camarade Phoenix. Cela va être une promenade de santé. Aussitôt après, comme un seul homme, et dans un léger bruissement, nous nous déployons et encerclons la colonie d'araignées. Nous veillons à bien faire attention aux fils d'alerte que les créatures ont tissés tout autour, et nous prenons prestement position tandis que nos aînés progressent à pas de loup. Arrivés à une dizaine de mètres du centre du nid, les sangliers s'arrêtent. Je m'immobilise à mon tour et prends le temps d'observer. Les toiles sont partout. Pas les fils discrets d'une araignée ordinaire, des nappes épaisses, tendues entre les troncs comme des voiles gorgés d'humidité, qui étouffent la lumière et avalent les sons. Certaines vibrent encore légèrement, comme si quelque chose venait de les frôler. Le sol en dessous est tapissé d'une couche compacte et jaunâtre, collante, qui amortit chaque pas et efface toute trace de ce qui a pu se passer ici. Au centre, une demi-douzaine de grands cocons sont suspendus entre les branches basses, chacun aussi haut qu'un homme. Leur paroi est plus dense que le reste, presque opaque, d'un blanc sale tirant sur le gris. Je plisse les yeux. On ne distingue rien clairement, juste des formes, vagues et sombres, que l'épaisseur de la soie déforme et noie dans le silence. Une odeur âcre et sucrée flotte dans l'air immobile, celle de la digestion et de la putréfaction mêlées. Noctanal retrousse les babines sans un bruit. S'il y avait eu quelque chose de vivant dans ces cocons, ce n'est plus le cas désormais. Aton lance un coup d'œil à ses compagnons. Un seul. Ils sont prêts. Il le sait, sans avoir besoin de le demander. Gara et Astail, les loutonnaires d'Aton et Lilia, ont le pelage gris et scintillant, parcouru de petits arcs électriques, les iris bleus et perçants. Des canins liés à l'élément air, qui maîtrisent la puissance de la foudre. Noctanal, ma sanglier, est une panthère de blanche épine, à la toison ivoire mouchetée de noir, également affiliée aux alizés des vents. Elle a le regard vif et rusé, de quelqu'un qui vient de compter les araignées et trouve leur nombre insuffisant. Ils attendent tous notre signal. Les premières flèches fusent, en silence. Les créatures les plus écartées à l'extérieur du dispositif meurent ainsi sans bruit. Rapidement, une demi-douzaine sont déjà étendues sans vie. Une fois les guetteurs et les sentinelles anéantis, les trois férales entrent dans la danse. Les deux loutonnaires hurlent et sautent sur les araignées sabres devant eux, des éclairs jaillissant de leur gueule. Foudroyés, les arachnides tombent dans des claquements électriques, le corps encore fumant et les pattes recroquevillées sous elles. Noctanal disparaît dans un petit crépitement et réapparaît un instant plus tard sur une branche, juste au-dessus d'une araignée. Il bondit, ses griffes lacèrent la chitine sans difficulté, et ses crocs trouvent la chair. En quelques secondes seulement, le silence s'impose à nouveau sous la sombre canopée. Nous nous rassemblons autour de nos aînés. Je fais la moue.
Je me demande où sont les filles de la colonie. Nous n'avons eu affaire qu'à des premières couvées, là. Lilia se passe la main dans ses longs cheveux roux, l'air perplexe. Oui, à croire qu'elle savait qu'on venait. Mais les araignées sables ne sont pas de nature à abandonner leur nid. Le silence tombe d'un coup. Trop brusque, trop complet. Noctanal, s'arrête la première. Ses oreilles pivotent vers la canopée et un grondement sourd naît dans sa gorge. Ce n'est pas un avertissement, c'est quelque chose de si primitif que ça me fait suer. Les deux loutonnaires se figent à leur tour, le poil hérissé, les crocs découverts. Puis, je le sens, une vibration dans le sol, légère, mais régulière, comme un poids considérable qui se déplace avec une lenteur calculée au-dessus de nous. Des feuilles tombent en pluie silencieuse. Une branche plie sous quelque chose que je ne vois pas encore, et craque. Aussitôt, nous nous dispersons, arc-bandés, les sens en éveil. Vous avez tué ma dernière couvée. La voix arrive d'en haut, froide, posée. Pas un cri, pas une menace, un simple constat, prononcé avec l'indifférence de quelqu'un qui fait ses comptes. Elles étaient faibles. Elles ne me servaient à rien. Un silence. Puis, Mes filles, elles, vont vous massacrer. les férales se tassent encore plus, prêtes à bondir sur un danger toujours invisible. Et c'est à ce moment-là que je la vois enfin. Une masse sombre, immense, accrochée aux ramures à une trentaine de mètres au-dessus de nos têtes, à la limite de ce que je peux observer dans la pénombre ici. Elle nous observe. Elle nous a observés depuis le début, j'en suis certain. Ses multiples yeux captent ce qui reste de lumière sous la canopée et bruit d'un éclat froid, rouge et calculateur. Elle ne bouge pas. Elle attend, avec toute la patience d'une créature qui n'a jamais eu de prédateur. Puis, comme si elle avait décidé que le spectacle était terminé, elle se détourne. Pas de précipitation, pas de fuite. Elle repart. Simplement. La reine cria Ton. Il ne faut pas la laisser s'échapper. Mais elle est déjà trop loin, glissant entre les arbres avec une fluidité qui n'appartient pas à quelque chose d'aussi grand, ses pattes actionnant les branches comme des leviers, sans bruit, sans effort. Elle s'évanouit dans les ténèbres de la forêt. Le phénix ne peut cependant pas faire un pas pour s'élancer à sa poursuite. Trois araignées, beaucoup plus massives que les précédentes, aux yeux rougeoyants, viennent de se jeter sur lui depuis les hauteurs. La première d'entre elles n'atteint néanmoins pas le sol vivante. Une flèche l'empala en plein vol bien avant. D'un mouvement souple, le regard droit, Aton lâche son arc et prend en main deux longues dagues. Il part les chélicères de la seconde arachnide qui atterrit devant lui, et il esquive la troisième. Il tournoie sur lui-même et incante. Magie élémentaire du feu, lame flamboyante. Ses armes s'enflamment, et le coureur ouvre la tête de la plus téméraire, avant de se jeter sur sa congénère. Cette dernière dévie le premier coup, tente de contre-attaquer, mais le chasseur est plus rusé qu'il n'y paraît. Alors qu'il bloque les deux pédipalpes en forme de sabre de son adversaire, il les écarte d'un coup sec, et, le temps que l'araignée ne se remette en garde, une lame de feu se plante dans sa mâchoire. Son escarmouche n'a duré que quelques battements de cœur. Quant à moi, 4 de ces saloperies me tombent sur le coin de la gueule. L'une d'entre elles se retrouve un instant plus tard clouée au tronc d'un arbre. 3. Les autres dégringolent sur moi à une vitesse vertigineuse. Je laisse venir. Point de pierre! Je frappe la plus proche d'un coup droit, mes mains et mes avant-bras recouverts d'une gangue de roches. L'impact l'écrase au sol dans un craquement sinistre et une explosion d'hémolymphe. 2. Noctanal plonge sur la suivante et la lacère sans que j'aie eu besoin de la regarder. Je lui fais confiance les yeux fermés depuis trop longtemps pour m'en étonner encore. 1. Nous chargeons la dernière ensemble. Le félin bondit et lui laboure l'abdomen,
tandis que je lui attrape ses petits palpes avec une poigne de fer, ignorant leur tranchant. Puis, je les lui arrache dans un hurlement inhumain. Fronçant les sourcils, je cherche du regard mes camarades. Gara et Asta, ils sont dos à dos, les prunelles brillantes et les poils hérissés et crépitants. 4 arachnides les encerclent. Prête, ma sœur? Toujours, mon frère. Les 2 loups tonnerres se ruent, chacun de leur côté rentre dans la mêlée. Balayant la première arachnide, Gara lance sur la seconde un éclair qui la fauche en plein vol. Astide, quant à elle, se jette sur les adversaires à son niveau. Percutant la première créature de plein fouet, elle lui enfonce ses crocs entre le céphalothorax et l'abdomen. La louve serre ensuite la mâchoire et la secoue avec une telle force qu'elle la coupe littéralement en 2. La dernière progéniture de la reine lui saute dessus à son tour et, à l'instant où elle s'apprête à planter ses chélicères dégoulinantes de poison dans son dos, une gerbe d'électricité sort de la nuque du féral et la foudroie dans une odeur de chair brûlée. Les 2 loups tonnerres sourient et hurlent, annonçant à mes compagnons et à moi-même qu'ils ont vaincu. Lilia est concentrée, de l'autre côté de la clairière. Elle balaye de son regard perçant les arbres, la sombre frondaison et les broussailles alentour. Un rictus déforme ses lèvres, et, sans même se retourner, elle murmure quelques mots. Les 2 araignées, que je n'ai repérées qu'à l'instant et qui tentent de l'attaquer dans le dos, se jettent sur un nuage crépitant, en lieu et place de la rôdeuse. Puis, 2 flèches viennent les clouer au sol. Au-dessus des cadavres, Lilia, posée sur une branche, savoure sa victoire. La chasseresse est une très bonne magicienne de l'air, et les transferts n'ont plus aucun secret pour elle. Au centre du nid, le calme retombe aussi subitement que les araignées sabres étaient apparues. Finalement, même les filles de la couvée précédente sont useless, commençai-je, légèrement déçu, en faisant craquer mes doigts. On aurait dû arriver un par un pour leur laisser une chance, sourit Aton en rengainant ses armes. La femme phénix se téléporte à nos côtés. Son regard ne s'attarde pas sur les cadavres, ni sur nous. Il est déjà tourné vers le nord, vers les ténèbres entre les arbres, où la reine a disparu. La trace est encore fraîche, dit-elle. En avant! Pas de fanfaronnade, pas d'invitation, un constat. Je souris, elle s'élance, et nous la suivons. Chronologie antique Myrme. Les airs. Première partie. Les Myrmes ont détaillé avec une précision remarquable les airs de notre monde dans les tablettes de Menris. Cette chronologie demeure, à ce jour, l'une des plus controversées parmi les érudits contemporains. Le manque d'éléments permettant de la corroborer, conjugué aux pertes de savoir considérables dues aux conflits qui ont ravagé Tella tout au long du temps, rend tout jugement définitif imprudent. Cependant, en admettant, comme je l'ai fait tout au long de mes explorations de Menris et d'Abyros, que les femmes fourmis avaient raison, j'ai tenté de reconstituer ce que leurs chronologies antiques nous ont légué. Le lecteur voudra bien considérer ce qui suit non comme vérité absolue, mais comme la reconstitution la plus honnête qu'un arcanologue vieillissant, entêté et mal aimé de ses pairs, soit en mesure d'offrir. La première ère, l'ère des cycles. Cette lointaine époque qui n'a aucune date précise, ni même imprécise, quant à son commencement ou à sa durée, est la période fondatrice de toute existence sur Tella. Les tablettes Myrmes la désignent sobrement sous le nom d'ère des cycles, en référence aux 4 grandes phases de création que les astres divins, Ged et Sélénie, accomplirent pour façonner le monde et ses habitants. Aux premiers instants de cette ère, lorsque la voûte céleste n'était encore qu'un tissu de lumière vacillante, les 2 astres forgèrent leur œuvre commune. Tella, leur fille monde. Au cœur de cette jeune sphère, ils ancrèrent un noyau incandescent que les érudits nomment aujourd'hui le cœur élémentaire,
un organe primordial destiné à irriguer Tella de la force brute des 4 éléments afin qu'aucun ne puisse exister sans les autres. Les Myrmes insistent particulièrement sur ce point d'interdépendance dans leur gravure, et j'y vois l'une des preuves les plus solides de leur compréhension avancée de l'équilibre du monde. Les tablettes distinguent ensuite 4 phases que l'on appelle les 4 cycles primordiaux. Le premier cycle, l'éclosion des végétaux. Ged et Sélénie débutèrent leur mission par le tissage de la trame sylvestre et insufflèrent à la terre stérile une énergie nouvelle, donnant naissance à un foisonnement de vie verdoyante. Le second cycle, l'élan de la vie. Une fois Tella enrobée de son manteau vert, les astres divins engendrèrent les premiers animaux, que les Myrmes nommèrent bien plus tard les enfants sans voix. Le troisième cycle, l'éveil de la conscience. Après un millénaire de contemplation, les divins jugèrent leur œuvre incomplète. Ils insufflèrent alors une étincelle unique à certains êtres, la conscience. Ainsi s'ouvrit le cycle des aînés, période pendant laquelle l'intelligence émergea au sein de certaines lignées animales. Le quatrième cycle, l'avènement des titans. Le dernier cycle de la première ère signa l'apogée, mais aussi le crépuscule de l'effort des divins. Épuisés par leurs travaux, Ged et Sélénie forgèrent des entités d'une puissance inégalée pour achever leur tâche. 8 êtres gigantesques créés à partir des éléments mêmes qui composaient Tella. Cependant, l'exercice colossal de cette ultime œuvre plongea les 2 astres divins dans un sommeil millénaire, et ils se retirèrent, laissant Tella entre les mains des titans et des aînés. Et c'est précisément là que s'ouvre la deuxième ère, dont les tablettes de Menris nous livrent un récit d'une richesse et d'une rigueur remarquables. Par Chapolion, arcanologue de l'université de Bonsor.